Face à la crise que nous vivons, les jeunes résistent. Entreprendre, créer de l'emploi à moins de 30 ans, c'est leur moyen de faire face et de vivre l'aventure qu'ils ont choisie. Venus de toute la France, le territoire est pour eux leur terrain de jeu. Ils ont à la fois la mobilité et le désir d'utiliser la proximité pour répondre aux enjeux du développement durable. Je vous propose de découvrir tout de suite le héros de cet épisode du prix MoveJ 2021. Et notre héros du jour est d'ailleurs un couple. Ils ont obtenu le prix 100 jours 2021. Ils appartiennent à cette génération déterminée, engagée, pleine de capacité à aller de l'avant en toutes circonstances. Un gage d'optimisme pour nous tous. Bonjour, nous avons donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui un couple, Fanny et Yoann Bouenec, Fanny Sterna et Yoann Bouenec, qui sont en train de créer Altoplast. Une entreprise innovante dans la récupération et le recyclage de microparticules plastiques. Et j'ai également le plaisir d'accueillir pour cette émission Confidence Christelle Taillarda. Christelle Taillarda qui est vice-présidente du MoveJ pour commencer, mais qui est également la DG du tourisme de l'Aube et la directrice du Slow Tourist Lab. Bonjour à tous. Bonjour. Cette année, nous fêtons donc la 12e saison du prix MoveJ, une fierté pour nous. Et nous souhaitons remercier ici nos partenaires historiques, tout comme ceux qui sont venus nous rejoindre plus récemment. Et un merci particulier et chaleureux au CIC, grâce auquel la remise des prix a pu se dérouler aux Invalides le 8 novembre dernier. Le prix MoveJ était d'ailleurs cette année aussi placé sous le haut patronage de Sarah El Haïry, la secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement. Ce patronage s'inscrit dans la continuité de notre implication dans le programme Un jeune, un mentor, ce programme qui fait partie du plan Un jeune, une solution. Et donc, Un jeune, un mentor, c'est l'ambition que 100 000 jeunes en 2021 et 200 000 en 2022 puissent bénéficier d'un mentor. Et nous sommes heureux que ce mentorat soit enfin reconnu comme un programme, un dispositif qui puisse, de façon extrêmement efficace, accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle. Avant d'échanger avec Fanny, je vais vous rappeler ce que c'est que de recevoir le prix 100 jours. Le prix 100 jours, c'est un prix qui est destiné donc aux porteurs de projets qui concourent au prix MoveJ et qui sont identifiés donc parmi l'ensemble des candidatures, 170 sur cette catégorie cette année, qui ont fait du buzz sur la vidéo qu'ils ont à fournir et puis qui ont aussi un dossier de qualité. Donc ce sont 20 finalistes qui sont venus pitcher aux Invalides également, et donc 10 lauréats parmi ces 20 finalistes et un grand lauréat. Et donc ce grand lauréat, c'est donc Fanny et Yoann avec Altoplast. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est Altoplast ? Je te laisse commencer. Et du coup, Altoplast, donc, c'est une marque déposée donc, pour une future en fait, société à mission donc, qu'on va créer d'ici peu. Et en fait, qui a pour but donc, de développer une technologie innovante de récupération des microplastiques qui sont présents dans les eaux. Et ce, au niveau des bassins de rétention des autoroutes. Alors, le sujet des microparticules plastiques est au cœur de la question de la santé humaine et au cœur de la préservation de la nature. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces microparticules plastiques, justement ? Alors, un microplastique, il y a plusieurs définitions selon les scientifiques, mais de règle générale, c'est toutes les particules de plastique qui sont inférieures à 5 mm. Et ensuite, en dessous du micromètre, on descend sur les nanoplastiques. Sur tous ces plastiques, il faut savoir qu'il y a énormément de sources d'émissions qui sont vraiment diverses. Il y a nos semelles de chaussures, les terrains de foot synthétiques quand on joue dessus, des pollutions qu'on connaît un peu plus, des émissions qu'on connaît un peu plus, les abrasions des vêtements dans les machines à laver. Et la plus grosse source, c'est plus de 50% de toutes les émissions, c'est les pneus de voiture qui en fait tout simplement s'usent et relâchent des microparticules de caoutchouc qui sont donc du plastique. Dis donc, à vous deux, vous attaquez à un tel sujet, je pense que vous avez de quoi faire. Je crois que vous avez une solution qui est technologiquement très innovante, mais est-ce que vous faites ça tout seul ? Vous vous appuyez sur des grandes entreprises ? Comment ça se passe vraiment pour se lancer là-dessus ?
Alors du coup, en effet, oui, c'est une solution innovante dans le sens où on n'utilise pas de simples filtres, même on n'utilise pas de filtre, parce qu'en fait, nous, on va viser une tranche de taille assez petite de particules de plastique, parce qu'en fait, c'est en dessous de 150 micromètres que ça devient néfaste en fait pour notre santé, au-delà d'être néfaste déjà pour notre environnement. Et donc, les solutions actuelles ne permettent pas de descendre dans des tailles aussi petites. Donc, c'est pour ça que nous, on s'est dit, on va venir en complément de ce qui existe déjà. Et du coup, voilà, on utilise les propriétés électriques des particules. Donc, il n'y a pas de maillage qui limite la taille de particules récupérées. Et donc, en fait, c'est grâce à notre école, donc l'EPF, qu'on a découvert ce sujet de microplastique, parce qu'en fait, on a fait une quantification de ces émissions au sein de l'Hérault, donc du département de l'Hérault. Et c'est là qu'après, on a voulu agir. Et donc, notre école nous a soutenus. On a aussi été accompagnés par le pôle Pépite Languedoc-Roussillon. Donc, c'est des choses qui ne sont pas négligeables et qui nous ont aidés aussi à commencer. Et en fait, là, effectivement, pour développer la technologie, on a essayé de faire quelque chose à notre échelle, en allant chercher du matériel de récupération, etc. Ça fonctionne, on a des résultats qui sont prometteurs. Mais maintenant, on va passer à une échelle un peu différente. Et c'est pour ça qu'on est en contact avec un laboratoire donc sur Montpellier qui est très enchanté de nous aider sur ce projet-là. Voilà. Alors justement, Fanny Youenne, comment on fait pour émerger dans un business pareil? Est-ce que vous avez imaginé déjà un premier business model pour attaquer ce marché qui existe déjà en plus? Ça a été une question vraiment super compliquée parce que nous, à la base, on voulait juste dépolluer les océans, les mers et on s'en fichait de vendre notre solution. On ne voyait pas l'intérêt. Et en fait, quand on nous a répété 3 fois, si vous ne faites pas d'argent, vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas vendre votre solution, on s'est dit, ah bon, il faut peut-être qu'on trouve quelque chose. Et on a quand même eu pas mal de mal. Pépite nous a pas mal aidé là-dessus. On a été pas mal accompagnés pour justement essayer de trouver la meilleure solution. Et actuellement, la solution qu'on a pensée, c'est vraiment la location de ce système avec un forfait de maintenance et un forfait de revente des particules aux concessionnaires d'autoroutes, puisque c'est eux qui entretiennent les autoroutes. Et grâce à ce forfait-là, on leur tout l'argent qui serait tiré, qui serait obtenu grâce à la valorisation des microplastiques, on en reverserait une partie aux concessionnaires pour justement que eux aient quelque chose en retour, que ce soit pas juste... C'est vertueux. Voilà, pour que ce soit vertueux, ouais, c'est ça. Non, c'est super. Et justement, cette phase de prototypage, elle coûte un certain prix. Comment est-ce que vous avez prévu de le financer, Fanny, peut-être? Ça, en fait, c'est la difficulté majeure, je pense, de notre projet. C'est qu'en fait, c'est un projet assez technologique et du coup, il y a une phase de R&D qui n'est pas négligeable. Et on savait de toute façon que c'était du temps long quand on s'est lancé là-dedans et que voilà, c'était quelque chose qu'il fallait qu'on trouve. Et récemment, voilà, il y a encore, je sais pas moi, 2 semaines, on ne savait pas où on allait. Et c'était le chat qui se mordait la queue parce qu'il nous fallait des sous pour intégrer un labo. Mais les sous, on ne peut pas les avoir quand on n'a pas créé encore l'entreprise. Sauf que nous, on veut attendre d'avoir notre preuve de concept avant de créer l'entreprise. Enfin voilà, c'était en fait un cercle comme ça. Et en fait, c'est comme je disais, on fait face à des humains derrière et c'est en parlant avec le directeur et le directeur adjoint du laboratoire au bout de 2h30 d'échange où ils nous ont dit « mais écoutez, on va vous proposer un job à mi-temps et le reste du temps, vous allez travailler sur votre projet au sein du labo et comme ça, vous pourrez développer votre technologie tout en ayant un minimum de sous pour vivre à côté. » Et en fait, là, on s'est dit « ah oui, d'accord ». Et en fait, une solution qui n'avait pas d'issue, et tout de suite, on s'est dit, en fait, c'est génial de faire des rencontres comme ça et de discuter et de voir que derrière, c'est possible. Et enfin, voilà quoi. Oui, des gens qui croient en vous et puis qui... parce que ça, c'est la première phase, mais vous avez la seconde phase qui va être encore plus gourmande. Alors, comment vous allez la faire, cette seconde phase? Est-ce que vous avez déjà imaginé que vous allez... certainement devoir faire une levée de fonds, à quelle échéance? C'est assez compliqué parce que voilà, la techno, on ne sait pas du tout à quelle échéance on réussira à avoir une preuve de concept valide. On espère avoir un prototype
d'ici un prototype installable réellement pour faire des vrais tests d'ici septembre 2022. Donc c'est une échéance assez courte quand même, mais avec le labo, on espère que ça se passera très bien. Et forcément, après ce prototypage, l'industrialisation, etc., on imagine une levée de fonds. Parce que c'est vraiment c'est ce qui est nécessaire vu le coût d'industrialisation. Certainement même plusieurs levées de fonds, parce Voilà, qu'il y aura la petite série de démarrage et puis, c'est ça, ouais. et puis ensuite, je pense que... D'ailleurs, c'est une question intéressante. Est-ce que vous vous projetez déjà dans la production ou est-ce que vous resterez des ingénieurs innovants, concepteurs de solutions qui seront vraisemblablement produites peut-être ailleurs aussi ? Je te laisse. Alors, nous, l'idée, c'est vraiment d'agir le plus possible, même au niveau mondial, si un jour ça arrive, mais dans un sens toujours vertueux et en respectant en fait l'environnement. Du coup, si jamais on est amené à déposer un brevet, ce qui est fort probable vu que notre solution est quand même est innovante en fait dans ce sens-là, ce serait de plutôt partir sur des transferts de technologie, donc en fait de donner accès à notre technologie à des autres pays pour éviter de le produire en France et l'envoyer par exemple en Chine ou en Inde ou voilà. Évidemment. Donc ce serait qu'ils puissent en fait reproduire notre technologie. Oui. Voilà, c'est ça le transfert de technologie quoi. Donc voilà, vous restez sur la partie noble finalement voilà. de l'innovation. Et alors justement, Fanny, vous êtes deux aujourd'hui. Comment fonctionne votre équipe ? Comment vous êtes associés ? On aimerait savoir comment vous vous êtes rencontrés. Alors, déjà, on est en couple dans la vie, ce qui facilite beaucoup le fait que... Facilite, pas forcément toujours, mais c'est vraiment intéressant de vous écouter là-dessus. Dans notre cas, on a une relation qui est très, très fusionnelle. Donc, en fait, ça fait plus de 3 ans qu'on est ensemble et ça fait presque 3 ans qu'on habite ensemble. Et donc, on se connaît par cœur, ce qui nous aide énormément dans le projet, parce que quand... la personne n'est pas forcément à fond dedans parce qu'il y a un souci, etc. On le sait, on le sent. Donc là-dessus, ça nous aide beaucoup. Et c'est juste génial. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça génial d'être associé. Fanny, tu nous diras après, hors plateau. Mais moi, si je peux rajouter quelque chose, c'est qu'en fait, c'est ce qui fait notre force aussi, d'être deux. Et je pense que je peux parler en ton nom aussi, c'est que sans Yuen, moi, j'aurais jamais commencé ça. Je me serais pas senti les épaules pour faire ça. Et je pense que sans moi, Yuen ne serait pas parti. Et donc, c'est ça, en fait, qui fait la force. Et je pense que c'est ça aussi qui a développé le fait de toujours aller chercher les accompagnements, les autres personnes, les entrepreneurs, de s'entourer, en fait, pour se dire que on est plus fort ensemble, en fait, que tout seul. Et ça fait chaud au cœur aussi de voir en fait ce qui se passe autour et de se dire on n'est pas tout seul à vouloir faire quelque chose et de voilà. sentir ce soutien, notamment grâce au Primoji. Oui, mais c'est vraiment intéressant ce que vous dites et vous avez à plusieurs reprises évoqué Pépite par exemple. Donc vous êtes étudiant entrepreneur au Pépite Languedoc-Roussillon à Montpellier. Qu'est-ce que ça vous apporte très concrètement pour ceux qui nous écoutent et qui se disent ah mais pourquoi pas ça ? Qu'est-ce qui se passe quand on est étudiant entrepreneur dans un Pépite ? Dans celui que vous connaissez. Dans celui qu'on connaît. Il y a déjà des cours qui sont mis à disposition. Donc nous, c'était tout en distanciel avec la crise qu'on connaît tous. Oui. Mais tous ces cours étaient vraiment sur des sujets que nous, on n'avait pas du tout dans notre formation ingénieur. Donc que ce soit du marketing, de la finance, tous les sujets qu'on voit dans l'entrepreneuriat. Et des cours d'introduction, je dirais, pour commencer à effleurer la surface, commencer à connaître le sujet. Et ensuite, il y a des ateliers qui sont cette fois-ci un peu plus poussés, qui sont sur les mêmes sujets que les cours, mais où on va se concentrer quand même sur un cas un peu plus pratique, si je puis dire. C'est un peu comme un TD en cours. Et donc là, on va aller un peu plus gratter au fond et c'est là qu'on commence à pouvoir se projeter par rapport à notre projet. Et en plus de ça, nous, on a eu la chance de faire le Pépite Starter, qui est un programme d'accompagnement de 6 mois, avec une petite équipe de projets. Nous, on était 8 projets. Et c'est vraiment... Tout est concentré pour ce projet, enfin pour les 8 projets. C'est une semaine, une thématique, des experts toutes les semaines. C'est hyper intéressant. Le projet avance à une vitesse dingue, en fait, grâce à ça. Parce que c'est les 8 projets qui bossent
sur les 8 projets. C'est pas chaque projet qui bosse sur son projet, c'est vraiment tous les projets qui bossent sur tous les projets. De l'intelligence collective. C'est mise en vraiment application. ça. C'est de l'intelligence collective mise en application, mais enfin, c'est dingue. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Ça fait vraiment envie. Comment on fait pour rentrer dans le programme Pépite ? Il faut juste postuler, aller sur leur site et postuler. Enfin, il faut juste postuler. C'est quand même magique. Et c'est vrai que l'accompagnement, alors vous avez eu Pépite, vous avez également Montpellier Métropole, je crois, qui s'investit particulièrement à vos côtés. Et vous pouvez nous en dire aussi un peu plus sur cet aspect-là ? Alors Montpellier Métropole, on les a contactés, on a eu quelques échanges, notamment avec le maire aussi, par rapport au projet. Maintenant, c'était vraiment au début du projet, quand on visait encore tous les bassins de rétention possibles et inimaginables qu'on voulait s'implanter en ville. Maintenant, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué en ville parce que les bassins sont enterrés et que l'accès y est beaucoup plus compliqué. Si on doit entretenir l'appareil, c'est forcément d'autres contraintes. Donc on n'est plus trop avec Montpellier Métropole, on n'a plus trop de contact. Mais c'est sûr que on a gardé contact. Oui, mais de ce que vous dites, c'est intéressant, ce qui veut dire que vous êtes allé frapper aux portes, vous avez eu un entretien très constructif qui vous a permis de savoir si, oui ou non, vous alliez dans la bonne direction. Pour l'instant, vous savez que ce n'est pas la bonne, ça vous évite de perdre du temps, plutôt que de continuer tout seul dans votre coin à imaginer. Et puis voilà, peut-être que vous y reviendrez plus tard, mais au moins vous connaissez les contraintes. Mais c'est surtout... ça que Pépite nous a apporté aussi, moi je trouve personnellement, Pépite est notre tuteur de stage, puisqu'on a réussi à substituer notre stage grâce à Pépite aussi, notre stage de fin d'études. Et notre tuteur de stage nous poussait beaucoup à aller voir le marché, à tester le marché, alors que on n'avait rien. Et on était là, mais on ne va pas faire un site web sur rien. On ne va pas aller voir des gens dans des grosses entreprises comme Vinci, Michelin, et leur dire bonjour, on n'a rien. On ne comprenait pas. Et en fait, il nous a poussé jusqu'à ce qu'on y aille. Et on s'est rendu compte que c'est la meilleure chose à faire parce qu'on se rend compte de ce que le marché attend, de est-ce qu'il est prêt. Enfin, je te laisse continuer. On est vraiment sorti de notre zone de confort, mais il nous a fallu un petit coup de pied aux fesses quand même de notre tuteur. Et on revient toujours aux mêmes choses, de s'entourer et d'avoir des personnes qui nous font poser les bonnes questions. Et en fait, on n'est pas allé voir les parties prenantes en mode on va vous vendre ça, est-ce que ça vous intéresse, etc. On est allé plutôt pour s'informer et pour dire ok, vos bassins de rétention, ils font quelle taille, est-ce que vous avez déjà des systèmes qui permettent de faire ça, est-ce que vous connaissez la pollution microplastique, etc., etc. Et en fait, du coup, en allant dans cette démarche-là, c'était beaucoup plus logique pour nous. Et du coup, c'est pour ça qu'on a pu y aller et frapper à toutes les portes qu'on pouvait. Et mettre un premier pied, entre guillemets, dans la porte aussi. Parce que quand potentiellement on a le prototype, etc., on a déjà eu, c'est un accord oral, mais on a déjà eu des accords de Vinci et AP2R pour tester les prototypes, ce qui n'est pas rien. Donc on a déjà ces contacts, ce qui est potentiellement ce qui est compliqué à avoir. Et quand on aura le prototype, on a déjà les contacts, donc c'est aussi énormément de temps de gagner là-dessus, quoi. Alors tout au début de notre entretien, vous avez dit un truc que j'adore, c'est que en face de vous, vous aviez eu juste des êtres humains qui vous ont entendu. Vous êtes ouverts, vous leur avez dit vos difficultés personnelles pour pouvoir continuer ce projet. Et là, vous venez de parler d'un coup de pied aux fesses. Moi, j'adore toujours. On est dans du très concret, dans de la vraie émotion d'ailleurs. On l'a partagé ensemble, cette émotion à la remise des prix. Et ça, c'est vraiment chouette. Est-ce qu'on peut faire juste un tout petit flashback, que vous nous racontiez qu'est-ce qui se passait, pourquoi vous ne vous lanciez pas et pourquoi il vous a fallu ce coup de pied aux fesses? Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est compliqué pour tous ceux qui se lancent, et quel que soit leur âge d'ailleurs. Et il y a un moment, il y a un déclic. Vous pouvez nous faire un petit arrêt sur image sur ce déclic? Oui, en fait, c'est vrai que c'est compliqué, enfin, c'est pas toujours facile, et d'autant plus quand on ne se sent pas compétent dans ce qu'on nous demande. Par exemple, je prends notre exemple, nous, on est ingénieurs, on a une formation d'ingénieur, donc oui, tout ce qui est technique, ça, oui, d'accord, pas de souci, les équations, machin et tout. Mais après, derrière, pour aller démarcher, pour aller se renseigner, pour aller appeler, etc., ça, c'est plus compliqué. Et surtout pour moi, qui
limite, n'osait pas appeler le restaurant pour réserver le soir pour nous deux, admettons. C'était vraiment l'épreuve. Ou quand on n'ose pas lever la main en classe. Enfin, après, ça dépend des personnalités. Et en fait, je pense qu'en globalité, il faut écouter en fait, ce que les conseils que les personnes nous disent au quotidien et se dire « Ok, ben, je vais le faire », mais ne pas viser non plus à soulever une montagne du premier coup. Par exemple, essayer de lever la main en classe, ça c'est voilà, ou appeler le restaurant. Enfin, c'est pour ce cas-là. Mais alors, il faut s'entourer de gens qui savent le faire. Peut-être qu'un jour vous aurez ce potentiel de recrutement. Mais c'est ça. C'est une équipe qui sera complémentaire. Quand on peut, c'est bien de s'entourer, mais c'est aussi hyper constructif en fait de le faire de soi-même, de réussir à dépasser que ce soit des peurs, des doutes en fait, tout simplement des doutes sur non, ça va pas marcher, ça va pas marcher. Et de réussir à faire ça, de un, c'est très satisfaisant personnellement, et de deux, pour plus tard, c'est juste génial, quoi. Ça veut dire qu'après, il n'y a plus ces doutes. On dépasse cette peur, il n'y a plus cette peur. Et c'est bon, quoi. Alors, c'est bien que ouais, c'est juste les conseils. C'est super, hein, mais on peut vous conseiller 100 fois de lever le doigt à l'école et on n'y va pas. Et c'est là où il y a des doutes. Alors peut-être que là, on a une petite solution, Christelle. De mentorat, bien sûr. Là, vous avez postulé au MoveJ. Vous savez que l'esprit du MoveJ, justement, c'est de bénéficier de ce mentorat. Et alors, j'ai vu dans votre dossier que vous aviez déjà quelques attentes par rapport à ce mentor. Aide au business model, contact avec son réseau, un œil extérieur sur vos actions. Alors concrètement, pour vous, quel est le mentor idéal ? En fait, je dirais, il n'y a pas de profil particulier, c'est vraiment juste de travailler avec lui, de bien s'entendre, d'avoir ce feeling et qui nous fasse avancer sur les points dans lesquels on n'est pas du tout compétent et on attend justement une expertise, une expérience de quelqu'un qui est déjà passé par là et qui peut nous dire ok, mais là, est-ce que vous avez testé ça ou ça ? Mais sans nous dire c'est mieux de faire ci ou c'est mieux de faire ça. Vraiment d'avoir l'œil extérieur et de dire est-ce que tu as pensé à ça ? Et de se dire ah d'accord, en fait non. Et d'aller poser les bonnes questions et pas forcément apporter les réponses qui sont chez vous déjà. Oui. Et je pense aussi que ça dépend beaucoup des entrepreneurs, des mentorés. Je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être poussées beaucoup plus que d'autres, ou d'autres n'ont juste pas vu en fait la possibilité, alors que d'autres l'ont vu mais n'osent pas, ce qui était un peu notre cas sur aller voir le marché. Et je pense que c'est aussi une qualité qui est très compliquée à avoir, mais de savoir s'adapter par rapport au mentoré, de vraiment être en bonne relation avec le mentoré pour réussir à offrir un mentor de qualité, si on veut dire. Vous mettez le doigt sur des points qui sont vraiment importants. Il faut qu'il y ait ce vrai feeling. Et puis, il faut qu'il y ait cette capacité du mentor à lâcher le volant et à vous laisser aller dans votre direction. À questionner quand il peut s'étonner, se dire « Oula, vers quoi ils vont ?» Surtout pas dire « Oula, vers quoi vous allez ?» C'est « Ah ouais, c'est intéressant, vous pouvez m'en dire un peu plus ?» Et de question en question, peut-être qu'il va vous faire voir un mur ou peut-être qu'il va se rendre compte que le mur qu'il imaginait, lui, il n'y est pas. Mais au moins, il vous fait tirer le fil jusqu'au bout. Et donc, par définition, un mentor, ce n'est pas quelqu'un qui connaît votre activité, votre technologie. Il faut qu'il joue vraiment le rôle du candide. Exactement. Donc, moins il comprend, plus il vous posera de questions et plus il vous poussera dans vos retranchements pour vous questionner. Et petit à petit, vous allez acquérir ce réflexe de questionnement face à n'importe quelle situation. Voilà, il aura un gros réseau, certainement, puisqu'il fera partie du MoveJ, mais ce ne sera pas votre commercial non plus. Ouais, donc, mais en revanche, effectivement, ça peut ouvrir des portes. Voilà, donc du coup, on parle de réseau, on parle de communauté, on parle de MoveJ Family. Vous venez de rentrer dans la MoveJ Family, vous en attendez quoi ? C'est en fait, déjà, pour être complètement transparent, quand on a participé au Prix MoveJ, c'est une amie entrepreneur on a fait une semaine chez elle où on a travaillé avec elle un peu parce qu'elle est beaucoup plus avancée que nous. Et après cette semaine, tous les jours, elle nous envoyait
peut-être 5 ou 6 messages avec « Oh, il y a ça, oh, il y a ça, oh, participez à ça, oh, participez à ça ». Et donc, au bout d'un moment, on en avait... on était avec tous les messages, on disait « Oui, c'est super, mais il faut aussi que nous, on avance de notre côté ». Et on a reçu la candidature du prix Mouv'J comme ça, et elle nous a dit ça. Son message, c'était pas « Oh, il y a ça ». C'était ça, il faut le faire. Et vraiment, on l'a fait, on a regardé, on a vu qu'il y avait justement cet accompagnement. C'est ce que nous, à la base, on désirait, l'accompagnement, parce qu'on savait qu'on n'allait plus bénéficier du Pépite Starter puisque ça serait la fin. Et que pour nous, de ce qu'on a ressenti, c'est hyper important l'accompagnement. Et donc, on a fait pour ça. Et là, au pitch, déjà, quand on est venu pitcher, on s'est rendu compte de l'ampleur que c'était. 60 jurés qui sont là hein, et qui écoutent, qui posent des questions, qui bombardent de questions même. Et c'était... En fait, c'est ça qui est... On ressent en fait l'énergie positive et c'est de la bienveillance en fait. Ouais. C'est pas comme un jury à une soutenance ou qui cherche un peu la petite bête ou quoi, mais vraiment là on sentait, en tout cas, c'est vrai que c'est moi qui étais sur scène, mais j'ai ressenti en fait... il y avait les sourires, les jurys étaient intéressés, etc. Donc c'était vraiment... ça donne envie d'y rentrer et ce qu'on attend, c'est d'en apprendre plus en fait, sur tout le monde, sur tous ceux qui font partie de la Mouv'J Family et d'en profiter un maximum. Quoi. De découvrir en fait vraiment cette Mouv'J Family. C'est ça, quand on voit l'ampleur de ce que c'est, c'est dingue. Quand on voit aussi... Et la diversité. Et la diversité, mais c'est ça, c'était dingue. Juste tous les projets, on n'était que 5 à pitcher dans notre petit groupe, mais juste la diversité entre les 5, on était waouh. Et alors réciproquement, vous allez lui apporter quoi, vous, à cette communauté ? On espère tout ce qu'on peut, parce que c'est aussi quelque chose qu'on essaye de défendre, de jamais juste prendre, tout le temps essayer d'apporter ce qu'on peut, que même si c'est tout petit, c'est déjà quelque chose. Et donc tout ce qu'on pourra, notre compétence, potentiellement au niveau ingénieur, notre expérience sur potentiellement des entrepreneurs peut-être moins avancés que nous, tout ce qu'on pourra. C'est super. En tout cas, nous, sachez-le, on est vraiment ravis de vous accueillir dans cette grande famille. Merci Fanny, merci Yoann, donc les deux cofondateurs de Altoplast. Si vous voulez en savoir plus sur Altoplast, altoplast.fr, HALTOPLAST.fr. Merci Christelle. Merci Bénédicte. Et si vous voulez en savoir plus sur l'ensemble des lauréats de cette année, retrouvez cette émission. Nous vous invitons à vous connecter sur le site du Mouv'J, mouv'J.fr, et également pour postuler pour avoir un mentor dans le cadre de ce fameux plan Un jeune, un mentor. Vous retrouverez tout sur le site du Mouv'J. À très très bientôt donc. Take no orders, but I'm serving. That little mama got me swerving. Look like it's working, look like it's working. Serving. Take no orders, but I'm serving. That little mama got me swerving. Look like it's working, look like it's working. You know it's flux when I come to be ready. I hate when she act like she don't look amazing. There's paper on me like confetti.